Bonjour à toutes et à tous. Vous avez tous en tête des grands méchants du cinéma, ceux qu'on admire presque autant que l'on redoute, ceux qui font oublier le héros du film, et ceux qui ont bien sûr marqué la pop culture. Et bien pas question de parler de Dark Vador, de Jason, du Joker ou de Freddy Krueger, d'Hannibal Lecter ou même du Xénomorphe. J'en parlerai peut-être un jour, on ne sait jamais. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont ces personnages qui nous font bouillir de rage, ceux qu'on aime détester, qui nous hérissent le poil à chaque apparition. Et parfois même, sans forcément être les méchants ou les protagonistes principaux du film. Pas parce qu'ils sont des génies du mal, bon, il y en a, c'est sûr, mais parce qu'ils sont mesquins, arrogants, lâches, hypocrites, insupportablement agaçants ou terriblement instables. Ceux qui nous énervent par leur simple présence. Bon, j'avoue, certains sont de bons gros psychopathes quand même. Et quand ils apparaissent à l'écran, ils nous font ressentir une frustration si forte que l'on rêve de les gifler à travers l'écran. Parfois, ce n'est même pas ce qu'ils font qui dérange le plus, mais leur manière d'être, leur ton, leur regard ou leur air supérieur. J'avais d'ailleurs commencé à en parler dans ma dernière vidéo, qui au passage était ma première, lorsque je vous ai donné mon avis sur le film La Ligne Verte. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, un lien est en description. Alors sur quoi je me suis basé pour faire ce classement ? Déjà que ce soit des personnages de films connus du grand public. Et non, désolé, je vais pas parler de personnages de série cette fois. Éprouver une réelle frustration de ne pas pouvoir leur faire fermer leur bouche, on va dire, quand j'ai regardé les films, et que le personnage soit, pas sain du tout, sacrément lâche, hypocrite, borné ou même carrément sadique. Bon, vous l'aurez compris, ce classement est complètement subjectif, mais j'assume. Ces têtes à claques du 7e art méritent bien leur vidéo, rien que pour elles. Et en voici mon top 20. Attention, spoiler. Numéro 20, le maire dans le film Joyce de 1975 de Steven Spielberg. Ah oui, Joyce, c'est les dents de la mer pour ceux qui ne savent pas. Le maire Larry Vaughn, interprété par Murray Hamilton, est un personnage détestable. Vous connaissez tous l'histoire. À Amity, petite île touristique, un requin a déjà attaqué et tué plusieurs personnes. Le chef Brody, le héros du film, et le biologiste Hooper, le héros du film, donc on va dire les héros du film, veulent fermer les plages pour éviter d'autres morts. Mais Larry Vaughn, le maire soucieux de l'économie touristique de sa ville, refuse de fermer les plages. Son comportement est détestable, car malgré les avertissements, il maintient les plages ouvertes. Le maire Vaughn pousse même les locaux à se baigner pour rassurer les touristes. Et ce qui devait arriver arriva, un jeune garçon, Alex Kittner, est dévoré par le requin devant tout le monde. Une scène iconique du cinéma d'horreur, sans aucun doute. Ensuite, dans une scène très dérangeante, le chef Brody se prend une gifle, des plus vexantes de l'histoire du cinéma à mon avis, et se fait réprimander par la mère endeuillée du jeune garçon disparu. On aurait vraiment préféré que ce soit le maire qui se la prenne, cette baffe. Ce refus d'agir au bon moment en fait un antagoniste bien plus réaliste que le requin lui-même. Larry Vaughn est insupportable, il cause la mort de nombreux innocents, et son refus de nier l'évidence et de faire la politique de l'autruche devant les multiples avertissements des spécialistes est exaspérant. Il mérite bien sa place dans ce top 20, surtout quand on sait qu'il recommencera à faire la sourde oreille dans le 2e opus. Bienvenue dans ce top 20, Larry. Numéro 19, Milton Dammers dans Fantôme contre Fantôme, The Frighteners de 1996 réalisé par Peter Jackson. Dans ce film de bonne facture, Milton Dammers, l'agent du FBI incarné par Jeffrey Combs, est un personnage aussi étrange que profondément dérangeant. Un antagoniste humain aussi redoutable, sinon plus, que les esprits du film eux-mêmes. Rappelez-vous, Frank Bannister, le héros joué par Michael J. Fox, tente désespérément de comprendre les origines d'un tueur surnaturel. Dammers, convaincu que Frank est un meurtrier possédé et manipulateur, utilise la force, menace tout le monde et sabote l'enquête, refusant d'écouter les témoignages ou les faits. Réellement insupportable, Dammers est autoritaire et instable. Il agit de manière paranoïaque, abusant de son pouvoir, presque fasciste dans son comportement. D'ailleurs, rien qu'à son look, on voit bien quelles sont ses influences. Il se croit missionné pour sauver le monde. Il agit comme un fanatique, rendant la situation plus dangereuse pour tous. Dammers est détestable parce qu'il incarne le pouvoir, dévoyé par la peur et la folie. Il est aveuglé par ses traumatismes et sa paranoïa. Il est une caricature inquiétante de l'autorité qui dégénère et qui fait plus de mal que de bien. Ce contraste avec le vrai danger, le tueur spectral, le rend encore plus frustrant et perturbant. Pour lui, un bon coup de pied au cul serait la solution. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez qu'ils le sentiraient passer. Alors, numéro 18, Walter Penn, dans le film SOS Fantôme de 1984 d'Ivan Reitman. Dans ce film, il y a les héros, les fantômes
Et puis il y a Walter Penn, un personnage dont l'arrogance est presque plus toxique que les ectoplasmes eux-mêmes. Interprété par William Atherton, Walter Penn est l'un de ces antagonistes qui ne manque ni d'autorité ni de suffisance. Et c'est précisément ce qui le rend si profondément détestable. Walter Penn est un représentant de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement américaine. À première vue, son rôle semble légitime. Enquêter sur les activités paranormales des Ghostbusters, dont le matériel technologique non homologué pourrait poser problème. Mais très vite, ses intentions apparaissent moins écologiques que personnelles. Il agit avec hauteur et mépris, convaincu de sa supériorité intellectuelle et morale, sans chercher à comprendre ce que font réellement les chasseurs de fantômes. Vexé par le refus de Peter Venkman de coopérer sans mandat, il revient avec des forces de l'ordre et ordonne de couper le système. Résultat, une explosion libère tous les fantômes capturés, semant le chaos dans New York. Son obstination aveugle et son manque total de discernement provoquent la crise surnaturelle majeure du film. Non content d'avoir causé une catastrophe, Penn tente de rejeter la faute sur les Ghostbusters, allant jusqu'à les faire arrêter. Il est prêt à sacrifier la vérité pour sauver la face. Ce revirement fait de lui non seulement un imbécile dangereux, mais aussi un manipulateur lâche prêt à tout pour préserver son image. Walter Penn n'a ni arme, ni pouvoir, ni plan diabolique. Et pourtant, c'est lui qui met la ville en péril. Son seul pouvoir, c'est l'autorité administrative mal utilisée. C'est ce qui le rend si réaliste et donc si agaçant. Il n'est pas un monstre venu d'un autre monde, mais un rappel très humain que la bêtise couplée au pouvoir peut faire autant de dégâts qu'un dieu sumérien. Il faut dire que l'acteur incarne très bien ce rôle. William Atherton endossera à merveille un rôle de tête à claque 4 ans plus tard dans le film Die Hard 1, puis Die Hard 2, dans lequel il interprétera un journaliste suffisant et insupportable prêt à tout pour avoir son Pulitzer. Il a vraiment la tête de l'emploi celui-là. Bienvenue dans le classement. Numéro 17, Caledon Oakley dans le film bien connu Titanic de 97 de James Cameron. Cal est détestable parce qu'il incarne la cruauté élégante, la domination masculine et l'égoïsme jusqu'au bout même face à la mort. Cal est l'archétype du riche héritier arrogant, issu de la haute société américaine, et il incarne les privilèges de la classe bourgeoise patriarcale du début du XXe siècle. Contrôlant, jaloux et possessif, il considère Rose non pas comme une personne libre, mais comme une propriété qui renforce simplement son statut social. Il traite les classes sociales inférieures avec un profond dédain, symbolisant l'élite froide et déconnectée. Il s'oppose d'ailleurs farouchement à la relation entre Rose et Jack Dawson, Leonardo DiCaprio dans le film, jeune artiste sans le sou, et tente par tous les moyens de briser leur lien, allant jusqu'à piéger Jack en lui faisant porter un collier volé pour le faire arrêter injustement. Lors du naufrage, il révèle sa lâcheté en tentant de soudoyer un officier pour sauver sa peau en abandonnant tout le monde. À la fin du film, lorsqu'il tente de fuir le naufrage en se faisant passer pour un père de famille, il illustre son lâche égoïsme contrastant fortement avec le courage de Jack. Cal représente aussi une critique du clivage de classe à bord du Titanic. Il est l'un des visages d'un monde ancien, hiérarchisé et figé, opposé à la liberté et à la modernité incarnée par Rose et Jack. Billy Zane a offert une performance marquante, rendant Cal à la fois haïssable et crédible. Encore aujourd'hui, Cal est régulièrement cité parmi les personnages les plus détestés du cinéma. Non pas parce qu'il est un méchant spectaculaire, mais parce qu'il incarne un pouvoir froid, égoïste et possessif. Il mérite sa place sans aucun doute. Numéro 16, Terence Fletcher est un personnage central du film Whiplash de 2014 réalisé par Damien Chazelle. Interprété par J.K. Simmons, que vous connaissez certainement sous les traits du journaliste insupportable qui diffame Spider-Man. Fletcher est un professeur de musique et chef d'orchestre au prestigieux Schaeffer Conservatory de New York. Il est connu pour ses méthodes d'enseignement extrêmement rigoureuses, souvent abusives, justifiées par sa quête obsessionnelle de la perfection musicale. Fletcher est un mentor impitoyable qui utilise l'humiliation, la manipulation psychologique et parfois la violence physique pour pousser ses étudiants au-delà de leurs limites. Il croit fermement que la souffrance et la pression intense sont nécessaires pour révéler le génie artistique, citant l'exemple de Charlie Parker qui aurait été propulsé vers la grandeur après avoir été humilié lors d'une performance ratée. Sous des airs de mentor, il est un bourreau qui confond la discipline avec la destruction. Son comportement tyrannique est illustré par des scènes où il jette une chaise sur un élève ou le gifle pour une erreur de tempo. Malgré cela, Fletcher justifie ses actions en affirmant qu'il cherche à éviter que le monde soit privé du prochain grand musicien de jazz. Il poussera même un élève jusqu'au suicide. En résumé, Terence Fletcher est une figure emblématique qui incarne les tensions entre ambition, discipline et abus, posant des questions profondes sur les moyens justifiables pour atteindre la grandeur artistique. Il est un diable pour ses élèves et fait vivre un enfer au héros du film, et on lui en veut pour ce que subit son élève Andrew Neyman.
Je ne veux pas trop spoiler, donc je vais m'arrêter là et dire qu'il mérite bien plus qu'une paire de claques. Voilà. La performance de J.K. Simmons dans le rôle de Fletcher a été largement saluée, lui valant même l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Son interprétation intense et nuancée a contribué à faire de Fletcher l'un des personnages les plus mémorables du cinéma contemporain, incarnant à la fois l'inspiration et la terreur. Numéro 15, Carter Burke, interprété par Paul Reiser dans le film Aliens de 1986 de James Cameron. Burke est un représentant de la compagnie Weyland-Yutani. À première vue, il semble sympathique et coopératif, mais il se révèle rapidement manipulateur, hypocrite et profondément égoïste. Ce qui le rend particulièrement haïssable, c'est sa lâcheté masquée par un vernis de politesse, ainsi que son absence totale de remords. En effet, c'est à bord du complexe sur LV-426, après que Ripley et les Marines ont découvert le carnage causé par les xénomorphes, que la véritable nature de Burke éclate au grand jour. Ripley, l'héroïne du film que vous connaissez tous, découvre que Burke a envoyé les colons dans la station directement dans le nid des aliens sans les prévenir, simplement pour vérifier la présence des créatures, ce qui a causé leur mort. Elle comprend aussi que Burke a tenté de la faire contaminer, elle et Newt, la petite fille survivante, en libérant 2 facehuggers dans la pièce où elle dormait. L'idée de Burke, ramener des embryons d'aliens sur Terre en les utilisant comme hôtes, puis nier toute responsabilité une fois l'opération achevée. Et pour que personne ne se doute de rien, il aurait saboté les caissons d'hypersommeil du reste de l'équipage. Mais c'est un véritable petit connard celui-là, vous n'êtes pas d'accord ? Alors si on résume, il trahit l'équipe en pleine mission de survie au profit de la compagnie. Il tente de sacrifier une enfant, ce qui le rend absolument odieux. Il agit de manière lâche, dissimulée, en souriant et en niant jusqu'au bout. Il incarne le capitalisme immoral, prêt à tout pour une avance technologique ou une prime. Vous savez, Burke, je crois que vous êtes encore pire que ces créatures. Elle n'essaie pas de se massacrer entre elles pour tirer le plus gros paquet de fric. Burke n'est pas un monstre physique, c'est un monstre moral. Il est d'autant plus insupportable qu'il prétend être du bon côté. Et trahi au moment où la confiance est vitale. Il voulait ramener des aliens sur Terre, je crois qu'il a été servi mais un peu en avance. Numéro 14, Harry Ellis dans Piège de cristal. Alors interprété par Art Bochner ou Bochner, je ne sais plus trop comment on dit, dans le film Piège de cristal de 1988. Ellis est un cadre prétentieux de la Nakatomi Corporation. Il est un collègue d'Ollie Gennaro, la femme du héros John McClane, joué par Bruce Willis dans le film. C'est le type même du cadre arriviste, sûr de lui, obsédé par l'argent, le pouvoir et l'image. Il est arrogant, opportuniste, snob et persuadé que son charme et ses relations peuvent tout résoudre. Ce qui le rend insupportable, c'est sa suffisance. Il croit avoir tout compris, alors qu'il est complètement à côté de la plaque. Son égoïsme, il met les autres en danger pour sauver sa peau, et son image bien sûr. Il croit pouvoir manipuler des terroristes comme des clients. Preuve de son arrogance absolue. Il trahit John McClane sans hésitation, pensant que cela va lui sauver la mise. Il se moque du danger, convaincu que son bagou suffit à tout régler. Ellis incarne la suffisance corporatiste, le type qui pense que tout se règle par un bon sourire et 2 phrases bien placées. Il ne comprend pas le monde réel, ce qui le rend à la fois pathétique et dangereux. Contrairement à un méchant pur et dur, Ellis est un faux allié, et c'est cette duplicité qui alimente le mépris du spectateur. Il ne dure pas longtemps à l'écran, mais sa suffisance laisse une impression durable. Non mais je crois qu'il n'a pas vu à qui il s'adressait en fait. Vous connaissez tous, c'est Severus Rogue. Ah non, pardon, c'est Hans Gruber, avec qui il essaie de négocier un des méchants les plus iconiques du cinéma. On sait tous qu'il avait aucune chance, le pauvre. Harry, bienvenue dans le classement. Numéro 13, Marla Grayson dans le film I Care A Lot. En voilà une qui ne manque pas de cran, mais qui est réellement sans scrupules et terrifiante. Dans I Care A Lot de 2021, la vraie terreur ne vient pas d'un tueur ou d'un fantôme ou quoi que ce soit, mais d'une femme parfaitement coiffée, en tailleur, armée de paperasse et de procédures légales. Marla Grayson, interprétée avec un calme glaçant par Rosamund Pike, est l'anti-héroïne par excellence, intelligente, élégante et absolument détestable. Marla ne se cache pas derrière des armes ou des menaces, non. Son arme, c'est la loi. Elle exploite le système de tutelle aux États-Unis pour faire placer en établissement des personnes âgées, souvent en bonne santé, et vider méthodiquement leur compte bancaire. Tout est parfaitement légal, ou presque. Ce qui rend son personnage si dérangeant, c'est qu'elle agit en toute impunité avec l'approbation des juges et des institutions. Elle ne se contente pas de contourner les règles, elle danse dessus en talons aiguilles. On la suit dans ses procédures pour faire interner des personnes âgées sans leur consentement, grâce à de faux diagnostics et un médecin complice. Ce moment est glaçant où on s'aperçoit à quel point la machine peut broyer un individu sans qu'il ne puisse se défendre. Elle affiche un mépris total pour ses victimes, les réduisant à des actifs ou des valeurs. Pour elle, ce ne sont plus des personnes, mais des biens à rentabiliser.
Elles parlent de leur maison, de leurs économies, de leur santé comme d'un portefeuille d'investissement. Même face au danger, elle ne cherche pas la paix. Elle choisit l'affrontement, le pouvoir, l'ascension, quitte à mettre d'autres vies en jeu. Ce jusqu'au boutisme narcissique la rend encore plus terrifiante. Elle représente la corruption froide et clinique d'un système légal censé protéger les vulnérables. Elle est manipulatrice, amorale et motivée uniquement par l'argent et la domination. Son sourire, sa détermination et son élégance contrastent avec la cruauté de ses actes, ce qui la rend d'autant plus insupportable. Marla Grayson n'est pas juste un méchant de cinéma. Elle est une satire vivante du capitalisme déshumanisé. Elle pousse l'idée du succès à tout prix jusqu'à son paroxysme. Et ce qui glace le sang, c'est qu'elle ne regrette rien. Même lorsqu'elle est en danger ou sur le point de mourir, elle garde son assurance arrogante. Une place bien méritée dans ce classement. À la 12e place, nous avons Jason Orlean dans le film Don't Look Up d'Annie Cosmic de 2021. Jason représente une satire violente de la classe dirigeante déconnectée et superficielle. Ce personnage est profondément détestable parce qu'il incarne l'irresponsabilité, l'égoïsme et le mépris dans leur forme la plus pure. Interprété superbement par Jonah Hill, Jason est le fils de la présidente des États-Unis, joué par Meryl Streep, et son chef de cabinet. Il est arrogant, immature, désinvolte, d'une superficialité affligeante et surtout complètement incompétent. Il incarne la fusion entre népotisme, narcissisme et cynisme politique et représente une élite coupée du monde réel, traitant la fin du monde comme une campagne de relations publiques ou un outil politique. Jason est une caricature de la bêtise élitiste moderne qui ne croit à rien sauf à son confort et son pouvoir. Il est l'un des visages de l'inaction mondiale face aux crises majeures, allusion évidente à l'inaction climatique ou politique face aux dangers. Il réduit la gravité de la situation à une gêne médiatique à gérer comme un scandale de télé-réalité. Il traite la fin du monde comme une blague. Son insouciance est pire qu'une erreur, c'est une trahison envers l'humanité. Il incarne le vide du pouvoir moderne, népotisme, superficialité, mépris du savoir. Il méprise la vérité et ceux qui la portent simplement parce qu'ils ne sont pas cool. Jason n'est pas un bourreau ni un méchant classique, il est le visage du cynisme postmoderne, celui qui préfère faire des mèmes plutôt que d'affronter la réalité. Il est détestable parce qu'il reflète une vérité dérangeante. Les crises majeures dans le monde pourraient être gérées par des gens comme lui. Et oui, hélas. Bienvenue dans le classement, Jason. Le numéro 11, c'est Amidou dans le film Midnight Express d'Alan Parker de 1978. Pour la petite histoire, Billy Hayes, le protagoniste principal, est incarcéré dans une prison turque pour avoir tenté de faire passer du hashish en voulant quitter la Turquie pour les États-Unis. Le film dépeint la brutalité du système carcéral et Amidou, le chef des gardiens, interprété par Paul L. Smith, en est la personnification. Il est détestable car il est l'incarnation d'un pouvoir barbare, sadique, humiliant, inhumain, la violence faite homme dans sa forme la plus crue. Lorsqu'il apparaît à l'écran, on prend peur et lorsqu'il torture Billy Hayes, on a vraiment envie que ça s'arrête et on lui ferait bien bouffer sa matraque. Ce qui rend Amidou particulièrement détestable, c'est sa violence gratuite. Il ne se contente pas de maintenir l'ordre, il prend plaisir à faire souffrir. Son abus de pouvoir, il incarne une justice pervertie où l'autorité devient sadisme. Il est détestable également par son inhumanité brute, il ne prétend pas être autre chose que ce qu'il est, un bourreau. L'expression de plaisir dans la violence, il ne punit pas, il se défoule, il jouit du pouvoir absolu qu'il exerce sur un prisonnier sans défense. L'absence d'humanité, pas de parole, pas de justification, juste de la brutalité aveugle qui vise à broyer physiquement et mentalement. Amidou n'est pas simplement un homme violent, il devient une incarnation du pouvoir arbitraire, sadique et corrompu, qui écrase tout ce qui est faible ou étranger. C'est sa cruauté pure qui le rend inoubliable dans le panthéon des personnages ignobles. Il ne parle pas, il n'écoute pas, il fait mal et il brise. Je ne vous raconte pas la fin, mais on a juste envie de dire « Bien joué Billy, mais purée, dépêche-toi, cours !» À la 10e place, Dolores Sombrage dans le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix de 2007. Dolores Sombrage est profondément détestable parce qu'elle incarne un mal souriant, celui qui ne crie pas mais qui écrase lentement, méthodiquement, en prétendant agir pour le bien. Ombrage est envoyée par le ministère de la Magie pour surveiller Poudlard. Officiellement, elle prône l'ordre et la discipline. En réalité, elle exerce une autorité oppressive, étouffe l'esprit critique, interdit l'enseignement de la pratique des défenses contre les forces du mal et prend un plaisir malsain à humilier à la fois élèves et professeurs. Dolores Sombrage est une figure d'autorité tyrannique, déguisée sous des airs de douceur et de bonne manière. Elle parle d'une voix mielleuse et porte des vêtements roses, mais cache une personnalité cruelle, rigide et autoritaire. Elle impose des règles absurdes, punitives et cherche à étouffer toute pensée libre ou critique à Poudlard. Sous couvert d'ordre et de discipline, elle prend plaisir à humilier et à briser psychologiquement ses élèves. Elle utilise la magie noire pour infliger des punitions physiques, notamment à Harry, avec un sadisme déguisé en justice.
Lorsque Harry affirme que Voldemort est de retour, Ombrage l'accuse de mensonge. Pour le punir, elle lui donne une retenue très spéciale. Il doit écrire la phrase « Je ne dois pas dire de mensonge, encore et encore », avec une plume enchantée qui grave les mots dans sa chair, sachant très bien que la magie comme punition est interdite. À chaque répétition, Harry souffre en silence pendant qu'Ombrage l'observe avec un sourire satisfait, comme si elle profitait de cette torture raffinée. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle blesse avec froideur et hypocrisie tout en se cachant sous un masque de douceur. Elle aurait mérité bien pire que ce qui l'attend à la fin du film. En tout cas, c'est une vraie tête à claque qui mérite son classement dans ce top 20. À la 9e place, nous avons Margaret White, la mère de Carrie, dans le film Carrie au bal du diable de 1976 de Brian De Palma. C'est l'un des personnages les plus glaçants et détestables du cinéma d'horreur psychologique. Interprétée magistralement par Piper Laurie, Margaret n'est pas une méchante violente au sens classique, mais une fanatique religieuse, abusive et profondément toxique. Elle incarne la perversion de l'amour maternel étouffée par une foi dévoyée. Ses discours sont délirants, dogmatiques, déconnectés du réel. Elle parle de Satan avec une intensité hystérique. Elle est cruelle avec sa propre fille. Elle isole Carrie du monde, la prive d'éducation sexuelle, d'amitié, de liberté. Elle l'enferme Carrie dans un placard pour qu'elle prie comme punition. Elle ne la protège pas, elle l'oppresse sous prétexte de l'aimer. Le passage le plus détestable et terrifiant de Margaret White dans Carrie au bal du diable survient à la fin du film, après le bal, lorsque Carrie revient à la maison, traumatisée et ensanglantée. Elle rentre chez elle, espérant retrouver un semblant de paix, mais ce qui l'attend est encore pire. Margaret accueille Carrie dans une atmosphère anormalement calme. Elle l'enlace tendrement, comme une mère qui pardonne. Sa voix est douce, presque rassurante. Margaret commence alors un long monologue délirant, puis tout bascule. Elle plante un couteau dans le dos de sa propre fille. C'est un moment de trahison absolue. Carrie, brisée, revient chercher du réconfort et sa mère, croyant sauver son âme, tente de la tuer. Pas par haine, mais par fanatisme religieux, en croyant faire la volonté de Dieu. Elle trahit l'innocence de l'amour maternel. Au moment où sa fille est le plus vulnérable, elle choisit la violence. Elle incarne l'horreur d'un fanatisme qui tue au nom de l'amour et de Dieu. C'est une scène à la fois terrifiante et profondément triste, car elle montre une mère qui n'a jamais su aimer autrement qu'en détruisant. Un personnage qui a largement sa place dans ce top 20. Numéro 8, Commode dans le film Gladiator de 2000 de Ridley Scott. Il incarne le pouvoir corrompu par la peur, l'envie et la vanité. Un homme prêt à tout détruire pour combler son vide intérieur. Au début du film, Marc Aurèle, vieux et fatigué, annonce à son fils Commode qu'il ne sera pas empereur. Celui-ci, blessé dans son orgueil, est incapable d'accepter la vérité, pleure, puis prend son père dans ses bras et l'étouffe lentement contre lui dans un silence glacial. Il l'embrasse tout en le tuant, dans une imitation déformée de tendresse filiale. Ce geste symbolise tout de Commode, un homme sans honneur, incapable d'accepter sa faiblesse. Il choisit la trahison plutôt que la grandeur. Peu après, il annonce publiquement que son père est mort dans son sommeil et il s'empare du trône dans la foulée. Ce meurtre sera d'ailleurs le déclencheur de tout le drame à venir. Maximus, le chef des armées, à qui Marc Aurèle comptait léguer son titre, est trahi, sa famille massacrée et Rome plongée dans la décadence. Ce geste silencieux mais abominable marque son entrée définitive dans le panthéon des personnages les plus haïssables du cinéma. Commode est un empereur faible, égocentrique et avide de reconnaissance, prêt à tout pour conserver le pouvoir. Il hait Maximus car ce dernier incarne l'homme qu'il ne sera jamais, respecté, loyal et aimé du peuple et des soldats. Vers la fin du film, lorsque Maximus est finalement prêt à affronter Commode dans l'arène, le combat devrait être un affrontement loyal, une chance pour Commode de prouver sa valeur face au peuple. Mais il sait qu'il ne peut pas gagner honnêtement. Alors juste avant le combat, il poignarde Maximus dans le flanc en secret, alors que ce dernier est enchaîné et vulnérable. Il dissimule ensuite la blessure sous une armure, forçant Maximus à se battre affaibli, presque mourant, tandis que lui, il arrive en héros. Ce geste fait dans l'ombre condense toute la lâcheté de Commode, il se veut glorieux mais refuse le moindre risque. Il tue son père et trahit la volonté impériale plaçant son ego au-dessus de Rome, il triche dans un duel censé être sacré et public craignant d'être humilié, et il veut la gloire sans jamais en assumer les devoirs. Il enchaîne également les manipulations, les trahisons et les crimes tout en jouant la victime ou le sauveur. Commode est un personnage qui ne mérite ni le trône, ni le respect, ni la pitié. Il meurt d'ailleurs comme il a vécu, dans la honte, sous les yeux d'un peuple qui voit enfin la vérité. Numéro 7, Annie Wilkes dans le film Misery. Annie Wilkes, dans ce film de 1990, tiré d'un roman du même nom de Stephen King, est une ancienne infirmière apparemment douce mais profondément instable et psychologiquement dérangée. Paul Sheldon, célèbre écrivain, a un accident de voiture en pleine tempête de neige. Il est secouru par Annie, qui se présente comme sa plus fervente admiratrice. Elle l'héberge dans sa maison isolée,
pour le soigner. Ayant de nombreuses fractures au niveau des jambes, Paul n'a plus qu'Annie sur qui compter. Elle se montre d'abord attentionnée, presque maternelle, mais devient vite possessive, autoritaire et terrifiante. Elle ne supporte pas que l'écrivain détruise sa vision de l'œuvre littéraire dont elle est fan, obligeant l'auteur à réécrire son livre selon ses désirs. Elle agit par pur égoïsme affectif, convaincue que son amour obsessionnel pour l'écrivain justifie l'emprisonnement et la torture. Son instabilité mentale la rend dangereuse, car chaque contrariété peut déclencher une explosion de rage ou un acte de barbarie. Elle alterne sans cesse entre moments de gentillesse déconcertante et des accès de violence extrême. Annie Wilkes est détestable car elle incarne la fan toxique, dont l'amour dévoyé se transforme en cauchemar de possession et de cruauté. Son passage le plus détestable, celui qui reste gravé dans toutes les mémoires, survient lorsqu'elle brise les chevilles de Paul Sheldon avec une masse dans une scène insoutenable à la fois physique et psychologique, une des scènes les plus iconiques de l'histoire du thriller psychologique. Elle inflige une torture délibérée à un homme sans défense tout en affirmant l'aimer. Elle incarne le fanatisme absolu, prêt à mutiler pour préserver une fiction. C'est là que le spectateur comprend pleinement. Annie n'est pas simplement dérangée ou complètement psychotique, elle est monstrueuse sous les traits d'une femme ordinaire. Et c'est précisément cette banalité apparente qui rend sa cruauté encore plus glaçante. On vit le cauchemar avec Paul Sheldon et on a hâte qu'il lui fasse bouffer sa machine à écrire. Et pour ceux qui ont vu le film, vous savez que ce n'est pas qu'une métaphore. Eh bien, le 6e, c'est Rifki dans Midnight Express. Vous vous souvenez de la prison turque avec son charmant gardien-chef Amidou ? Eh bien, parmi les prisonniers, il y a Rifki, un détenu manipulateur et sournois qui règne sur une partie de la prison en se mettant au service des gardiens. Il agit comme un indique, trahissant les autres prisonniers pour obtenir de petits privilèges et rester dans les bonnes grâces des gardiens. Sous ses airs amicaux, il est opportuniste et calculateur, toujours à l'affût d'un avantage personnel. Il n'a aucune loyauté ni morale, il retourne sa veste dès que la situation est favorable. Il se lie à Billy uniquement pour mieux l'utiliser ou l'espionner, feignant l'amitié avec un regard toujours plein de méfiance. Sa lâcheté se double d'une perversité. Il prend plaisir à voir les autres souffrir tant que cela l'épargne. Il est une figure toxique, insidieuse, qui rend l'enfermement encore plus oppressant en trahissant l'espoir de solidarité entre prisonniers. Rifki incarne la survie par la corruption de l'âme, un homme brisé qui choisit de devenir un rouage du système carcéral au lieu de le combattre. Sa duplicité et sa petitesse morale le rendent particulièrement méprisable car il n'a ni excuse ni remords. Il est détestable car il représente la trahison de l'intérieur, celle qui, dans un lieu déjà inhumain, détruit toute confiance entre êtres humains. Son moment le plus détestable survient lorsqu'il trahit Max, un des rares amis de Billy en prison, ce qui mènera à une scène d'une violence inouïe. Rifki, qui fait un petit trafic d'herbe au sein de la prison, dénonce Max pour ne pas se faire avoir lors d'un contrôle des gardiens. Max est immédiatement emmené pour être puni et on sait très bien ce qui va lui arriver. Pour Billy, déjà psychologiquement brisé, cette trahison est la goutte de trop. Il entre alors dans une colère incontrôlable. Je ne vous décrirai pas le reste de la scène, mais celle-ci est d'une brutalité viscérale où le spectateur assiste à une perte totale d'humanité. Le sang, les cris, l'horreur de l'acte, tout est filmé de manière crue et implacable. Je ne veux pas vous spoiler, alors je ne vais pas vous dire précisément ce qui se passe. Mais Rifki est puni par l'instrument même de sa trahison. Cette scène marque un tournant dans le film. La fin de la retenue, la montée de la folie, la cruauté comme unique réponse à la cruauté. C'est un moment aussi dérangeant que satisfaisant où l'on ressent à la fois de l'horreur et un certain soulagement de voir Rifki enfin confronté aux conséquences de sa perfidie. Numéro 5, le personnage de Stephen dans le film Django Unchained de 2012 réalisé par Quentin Tarantino. Steven est l'esclave domestique en chef de Calvin Candy, joué par Leonardo DiCaprio, le propriétaire de la plantation Candyland. Il est bien plus qu'un simple majordome. Il est le bras droit de Candy, sa voix de confiance, et il exerce une autorité considérable sur les autres esclaves. Il a vécu toute sa vie à Candyland et connaît parfaitement son fonctionnement. Steven est détestable parce qu'il trahit sa propre communauté. Il agit contre les autres esclaves et les traite avec mépris, comme s'il faisait partie de la classe dominante. Il incarne l'image du traître intérieur, celui qui, au lieu de résister à l'oppression, en devient complice. Il ne cherche pas à améliorer le sort des siens, mais à préserver sa position privilégiée auprès du maître blanc. Il est manipulateur et intelligent. Contrairement à l'image caricaturale de l'esclave soumis, Steven est extrêmement lucide et calculateur. Il comprend très tôt que Django et le Dr Schultz ont une autre mission que celle qu'ils prétendent et il démasque leur plan. Il n'hésite pas à utiliser cette information pour mettre leur vie en danger. Il exerce un pouvoir tyrannique. Même s'il est lui-même un esclave, Steven agit comme un tyran envers les autres esclaves. Il les surveille, les punit et les rabaisse. Il incarne ainsi le pouvoir oppressif intérieur qui permet au système esclavagiste de fonctionner encore plus efficacement. Il est loyal envers l'oppresseur. Steven aime profondément Calvin Candy. Leur relation va bien au-delà du simple respect. Il y a une forme d'adoration et de complicité malsaine. Et quand Candy meurt, Steven est dévasté, ce qui illustre à quel point il s'est identifié à l'oppresseur, au point d'en oublier qu'il est aussi une victime.
Steven est un personnage tragique et hautement symbolique. Il représente ce que le système esclavagiste pouvait produire de plus pernicieux, l'aliénation mentale. Il ne se contente pas d'obéir, il protège activement le système qui le maintient en esclavage, ce qui rend sa trahison encore plus insupportable. Steven mérite largement cette place de 5e dans ce top 20. Numéro 4, Madame Carmody dans le film The Mist de 2007, tiré d'une nouvelle de Stephen King. Encore une grosse tarée. Madame Carmody est une fanatique religieuse qui transforme rapidement la peur collective en instrument de domination. Face à l'inexplicable menace du brouillard, elle se positionne comme une prophétesse d'un châtiment divin. Elle manipule la terreur des survivants pour imposer une vision apocalyptique fondée sur la haine et le sacrifice. Son attitude est hystérique, accusatrice et messianique, rejetant toute forme de raison ou de compassion. Elle réclame des boucs émissaires humains, affirmant que le sang doit être versé pour apaiser la colère de Dieu. Elle ne cherche pas à aider ou à protéger, mais à contrôler et punir ceux qui doutent de sa vérité. Sa foi n'est pas une source de paix, mais une arme de pouvoir et de violence. Elle est crainte non pas à cause des créatures dans le brouillard, mais parce qu'elle incarne la montée du fanatisme dans un groupe désespéré. Madame Carmody est la preuve que le plus grand danger ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de la folie humaine nourrie par la peur. Elle est détestable car elle utilise la foi comme justification à la barbarie, en prêchant la haine sous couvert de salut. Et elle est bien pire que ce qui se cache dans la brume. Vers la fin du film, alors que le chaos règne, Madame Carmody convainc son petit groupe de fanatiques qu'il faut offrir un sacrifice humain pour calmer la colère divine. Leur cible, Billy, le fils du personnage principal David, et le jeune soldat accusé d'être responsable de l'arrivée du brouillard. Carmody hurle alors des versets bibliques, déchaîne la foule et ordonne quasiment l'exécution du soldat. Le jeune homme est poignardé sous ses ordres, puis jeté dehors en pâture au monstre de la brume. À ce moment précis, elle n'est plus une simple fanatique, mais un danger absolu pour les survivants. Capable de justifier n'importe quelle horreur au nom de sa foi tordue. Elle incarne l'hystérie collective et la tyrannie religieuse dans ce qu'elles ont de plus dangereux. Quel soulagement quand un des protagonistes réussit à la faire taire, d'une façon plutôt radicale d'ailleurs, je ne vais pas trop vous spoiler, et aussitôt l'hystérie collective disparaît. Dès sa première apparition dans le film, on ressent un malaise. Elle est horrible et détestable et mérite largement cette place honorable au pied du podium dans ce top 20 des têtes à claques. On arrive enfin au podium et sur la 3e marche, nous avons Miss Ratched dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou de 1975 réalisé par Milos Forman. Miss Ratched est l'infirmière en chef d'un hôpital psychiatrique, figure glaciale d'autorité et de contrôle. Sous une apparence calme et professionnelle, elle exerce une domination psychologique implacable sur ses patients. Elle use de règles rigides, de routines oppressantes et de manipulations subtiles pour briser toute volonté d'indépendance. Elle ne cherche pas à soigner mais à soumettre en réduisant les individus à l'état d'enfants obéissants. Elle est experte dans l'art de faire passer sa cruauté pour du professionnalisme, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Son autorité repose sur la peur, la culpabilisation et la menace de traitements extrêmes comme l'électrochoc ou la lobotomie. Elle détruit des vies sans jamais élever la voix, simplement en refusant d'écouter et en appuyant là où ça fait mal. C'est ce qui va d'ailleurs énerver McMurphy, joué par Jack Nicholson dans le film, jusqu'à le faire sortir de ses gonds. Elle incarne une forme de mal insidieux, froid bureaucratique et dépourvu d'empathie véritable. C'est sûr que pour une infirmière, ça le fait pas. Miss Ratched est détestable parce qu'elle montre comment le pouvoir, lorsqu'il est entre les mains d'esprits rigides et cruels, peut devenir une machine à broyer les âmes. Le passage le plus énervant survient après la fête clandestine organisée par McMurphy, quand Billy Bibbit est surpris avec une fille et que Miss Ratched l'humilie froidement. Au lieu de se montrer compatissante, elle l'accable de reproches, évoque la honte qu'il fera subir à sa mère, le brisant émotionnellement. On voit le comportement de Billy changer. Alors qu'il paraissait enfin bien dans sa peau, il se remet à bégayer et sa confiance s'efface à mesure que Miss Ratched l'accable et évoque les futures réactions de la mère de Billy. Cette violence psychologique déguisée en autorité bienveillante pousse Billy au suicide, ce qu'elle accueille avec une froideur glaçante. McMurphy entrera alors dans une rage extrême et agressera Miss Ratched pour la tuer. Et on est bien d'accord, elle nous aura bien énervé aussi. Son refus de reconnaître sa responsabilité et son obsession pour le contrôle révèlent toute la cruauté dissimulée sous son masque de discipline. Elle est sans conteste un des personnages les plus détestables de l'histoire du cinéma. L'actrice a d'ailleurs été oscarisée en 1976 pour ce rôle. Une place bien méritée pour Miss Ratched. À la seconde place de ce top 20 des têtes à claques, nous avons
Percy Wetmore dans le film La Ligne verte de 1996. Percy Wetmore est un jeune gardien de prison dans le couloir de la mort, dit La Ligne verte, dans les années 1930. Il est sadique, arrogant et profondément immature. Il abuse de son statut pour humilier et terroriser les prisonniers, surtout ceux qui ne peuvent pas se défendre. Protégé par ses relations politiques, il agit en toute impunité, ce qui renforce son sentiment de supériorité. Il est lâche, il s'en prend toujours aux plus faibles, mais panique face aux situations où il perd le contrôle ou qu'il est en difficulté. Percy prend un plaisir malsain à faire souffrir, comme quand il frappe, fait tomber Édouard Delacroix, ou tue sa souris apprivoisée, et encore pire, quand il sabote délibérément son exécution. Il incarne l'injustice brutale du système, où la médiocrité peut se cacher derrière l'uniforme et la loi. Le passage où il est le plus détestable du film est pendant l'exécution, justement, de Delacroix sur la chaise électrique. Percy omet volontairement d'immerger l'éponge dans l'eau, une étape essentielle pour que le courant passe efficacement et tue rapidement le condamné. Et on le voit bien préparer son coup, bien regarder si personne ne fait attention à ce qu'il fait. Cette négligence volontaire provoque une mort atroce pour Delacroix, brûlé vif sous les yeux horrifiés des gardiens, des témoins et du public. Et avec sa petite voix innocente, dire ensuite « Je ne savais pas qu'il fallait que l'éponge soit mouillée. » On éprouve tous envie de les triper. Et le coup de pointe brutal nous soulage un petit peu quand même. Percy est détestable car il représente la méchanceté gratuite, le mal bête, celui d'un homme insignifiant devenu monstrueux par pur égoïsme. Et quand il prend ses airs innocents, il est pitoyable et ne me dites pas que vous n'avez pas eu envie de lui balancer des claques dans la figure. Et le grand gagnant de notre top 20 est Hans Landa du film de Quentin Tarantino, Inglourious Bastard. Hans Landa est un colonel SS surnommé le chasseur de juifs, ce qui en dit long sur sa réputation. Derrière un sourire poli et un ton charmeur, il dissimule une cruauté froide et calculée. Il aime manipuler ses interlocuteurs, les poussant dans leur retranchement avec un plaisir sadique. Landa incarne l'hypocrisie absolue. Il est courtois, presque amical, tout en orchestrant des actes monstrueux. Et il prend un malin plaisir à dominer psychologiquement ses victimes avant de les anéantir, comme dans la scène d'ouverture glaçante du film. Son intelligence brillante est mise au service de l'idéologie nazie sans aucun remords moral. Il ne croit pas réellement à cette idéologie, il s'en sert tant qu'elle lui offre du pouvoir et de l'influence. Landa est fondamentalement opportuniste. Il trahit les siens dès que cela sert ses intérêts personnels. Sa capacité à rire et à plaisanter tout en décidant de vie humaine le rend profondément dérangeant. Il est détestable parce qu'il incarne le mal le plus dangereux, celui qui est intelligent, charmeur et totalement dépourvu d'éthique. Tout le long du film, il nous donne des frissons et on n'attend qu'une chose, c'est que son karma le rattrape. Et on prend un pied monumental lorsque ça arrive et qu'il fait la connaissance de la lame du lieutenant Aldo Raine, joué par Brad Pitt. L'un des passages les plus énervants le concernant est la scène d'ouverture du film où il interroge le fermier Perrier-Labadite. Avec un calme glaçant et un sourire presque courtois, Landa manipule la conversation jusqu'à ce que le fermier craque et trahisse la famille juive cachée sous le plancher. Il savoure sa supériorité intellectuelle, prenant un plaisir sadique à révéler qu'il savait la vérité depuis le début. Ce mélange de politesse, de cruauté et de domination rend la scène insupportable, car Landa tue avec les mots avant de le faire avec les balles. C'est sans conteste mon grand gagnant de ce top 20 des têtes à claques. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, il existe certainement d'autres personnages détestables. N'hésitez pas à me donner des noms en commentaire afin que je puisse compléter ma culture cinématographique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, ciao et à bientôt.